Bonjour, nous sommes le mercredi 2 août 2023 et hier, quatrième inculpation de M. Trump troisième au niveau fédéral, troisième du chef du même procureur spécial, M. Jack Smith. M. Jack Smith a déjà inculpé M. Trump pour détention de documents top secrets. Il y avait déjà eu une deuxième inculpation pour obstruction à la justice quand M. Trump a essayé de subtiliser des enregistrements de caméras de surveillance qui montraient qu'il avait fait déménager des boîtes de documents top secrets après qu'on lui posait des questions à ce sujet-là, et à la veille du jour où son avocat ou un de ses avocats allait venir constater qu'il n'y avait plus de documents top secrets sur la propriété de M. Trump, Mar-a-Lago en Floride. La veille, il a encore fait déménager des documents et comme le dit le chef d'inculpation, il a essayé de faire que les caméras de surveillance soient, qu'on confisque, voilà, qu'on détruise d'une manière ou d'une autre les enregistrements qui ont été faits. Troisième inculpation, hier, qui ne sont plus de la part de M. Jack Smith, cette fois-ci non plus en rapport avec ces documents, mais avec l'insurrection, la tentative de coup d'État du 6 juin 2021. Et je vous en avais parlé récemment dans une vidéo en disant qu'il y aurait peut-être du neuf. Du neuf serait des preuves apportées d'une implication directe de M. Trump dans les événements du 6 janvier, en particulier une éventuelle coordination entre lui et un ensemble de personnes se trouvant au Willard Hotel, avec qui il aurait pu correspondre. Et là, nous n'avons pas encore, en tout cas nous n'avons pas de preuve qu'il ait communiqué avec des gens à l'extérieur durant cette insurrection. On sait qu'il était devant sa télévision, on sait qu'il était content comme tout, qu'il disait « allez les gars », on l'a vu faire. Un certain nombre de personnes dont la liste a été établie dans l'accusation, l'acte d'accusation qui a été divulgué hier. Tout ça, c'est de manière anonyme. On parle de, voilà, il y avait une conseillère, nous savons que c'est Mme Ivanka Trump, on connaît par la presse et par la commission du 6 janvier qui s'était tenue voilà, l'année dernière. On connaît beaucoup de détails, on sait ce qui s'est passé. Et il n'y a pas dans l'acte d'accusation de 45 pages qui a été publié hier, il n'y a pas d'informations supplémentaires en fait par rapport à ce qu'on savait. Quand la commission du 6 janvier s'est réunie, elle a trouvé un certain nombre d'informations qu'on ne connaissait pas, que la presse ne connaissait pas. Je dirais que dans ce qu'elle a montré, cette commission, il y avait moitié de choses que si on lisait la pire presse d'investigation, on savait déjà, et dont vous avez déjà rendu compte au jour le jour quasiment dans mes chroniques et dans les vidéos que j'ai fait à propos de Trump. La commission du 6 janvier a fait apparaître encore des faits supplémentaires, je dirais voilà, encore 50% de plus, la moitié en plus. Mais dans l'acte d'accusation hier, j'ai lu d'un bout à l'autre, il n'y a rien que je ne savais, mais que les avocats de manière générale savaient. Ce qu'il y a simplement, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont co-conspirateurs numéro 1, et voilà, il y a une liste de co-conspirateurs de 1 à 6 en particulier dans le document. Et un certain nombre, lors de la réunion, par exemple, du 18 décembre, se trouvait un certain nombre de personnes, numéro 1, numéro 2, numéro 3, c'est comme ça que c'est fait. Lors d'une autre réunion en janvier 2021, à la veille du coup d'État raté, il y avait co-conspirateur numéro 1, numéro 2, etc. Un certain nombre de personnes qui sont mentionnées de cette manière-là, ou alors quand ils ne sont pas co-conspirateurs, on les décrit dans un rôle qui est le leur,
comme conseiller senior, dont tout le monde comprend qu'il s'agit de Madame Ivanka, quand il est question d'une personne qui vient lui poser la question, est-ce que tu ne pourrais pas, le mot papa n'est pas mis, est-ce que tu ne pourrais pas dire à ces gens d'arrêter, etc. Mais si on est un petit peu informé, on reconnaît tout ça. Alors, quels sont les chefs d'inculpation à proprement parler? Complot visant à porter préjudice aux États-Unis, complot visant à entraver une procédure officielle, obstruction et tentative d'obstruction d'une procédure officielle, complot contre les libertés. Alors, tout ça est un petit peu opaque. Complot visant à porter préjudice aux États-Unis, il s'agit on va traduire ça en français par coup d'État, insurrection. Complot visant à entraver une procédure officielle, ça c'est tout ce qu'il a pu faire pour empêcher la passation des pouvoirs à Biden qui avait été élu légitimement. Obstruction et tentative d'obstruction d'une procédure officielle, voilà, c'est l'ensemble des choses qu'il a pu faire, voilà, pour subtiliser des documents, pour faire pression ici et là, pour encourager des gens à dire que l'élection avait été truquée, alors que, et là la liste est quasiment innombrable, là le boulot a été très bien fait par le procureur, on a toute la liste de toutes les occasions où quelqu'un de confiance, considéré de confiance, dit à M. Trump, vous avez perdu les élections. Et il y a un moment où Trump dit quelque chose de l'ordre de oui d'accord, puisque c'est râpé. Mais sinon, il continue à dire qu'il a les preuves, que voilà, qu'il y a eu trucage. Et comme je vous le rappelais, dès sa campagne aux primaires, dans l'élection de 2016, il disait déjà les élections aux États-Unis sont truquées. Là, ça doit être quelque chose qui lui a été soufflé. Moi, vous savez, j'ai toujours cette hypothèse qu'il y a des gens dans un pays étranger qui se trouvent contigus par exemple à la mer Noire et à la mer de Barents, etc., où on a pu lui souffler des choses, d'autant que, et je vous le rappelle, en 1985 déjà, Monsieur Trump publiait à ses frais en principe une grande page dans 4 journaux, 4 quotidiens américains, qui était un copier-coller de la politique officielle étrangère de l'Union soviétique à l'époque. Monsieur Trump, donc, accusé d'avoir fomenté un coup d'État, d'avoir s'être engagé dans différents types de procédures pour empêcher la passation des pouvoirs. La première, c'est d'avoir réuni, d'avoir donné son blanc-seing à une procédure où on réunissait des équipes de faux grands électeurs, je vous en ai parlé la semaine dernière, avant même l'inculpation, et d'avoir encouragé à ce que M. Mike Pence, son vice-président, déclare qu'il fallait prendre en compte ces listes alternatives d'électeurs portant sur 7 ou sur 8 États américains. Alors, petite remarque au passage, il y a une personne qui, dans ces 45 pages d'inculpation, apparaît grandie. Je vois personne qui parle de ça dans la presse américaine, ni la presse télévisée, ni la presse quotidienne imprimée, mais il y a chaque fois que le nom de M. Mike Pence, l'ancien vice-président à l'époque de M. Trump, est mentionné, c'est pour montrer son rôle de héros défenseur de la démocratie à l'américaine. Pourquoi je mentionne ça? Parce que si un jour on devait dire que M. Trump n'est pas candidat à la candidature, à la candidature à l'élection présidentielle de 2024, on nous parle de M. DeSantis qui est le deuxième sur la liste avec 17% de gens prêts à voter, d'électeurs qui se disent républicains prêts à voter pour M. DeSantis, alors qu'il y en a 54% prêts à voter pour M. Trump, mais il faut, bien entendu, c'est 54% d'électeurs qui se disent républicains. Il faut savoir aussi que le nombre de gens qui aujourd'hui se déclarent électeurs républicains, c'est 25%.
Donc il faut multiplier les chiffres et on arrive à 13, quelque chose. Alors quand on nous dit qu'il y a une majorité d'Américains prêts à voter pour M. Trump, non, ce que les sondages montrent, c'est qu'il y en a de l'ordre de 13%. C'est-à-dire qu'on est autour, je dirais, du chiffre incompressible dans nos démocraties, de psychorigides qui sont toujours prêts à voter pour une personne autoritaire. C'est pas un chiffre beaucoup plus considérable que cela. Mais bien entendu, avec le système américain, avec voilà, 2 États, avec un système qui favorise de manière éhontée les États ruraux, les États peu peuplés, pour établir un certain équilibre entre les États à peu de population et ceux qui ont une population importante dans un système qui est un système confédéral. Voilà, il y a des choses qui font que des votes en particulier peuvent être amplifiés. C'est-à-dire que par exemple que le vote paysan est davantage représenté au Parlement que dans la population. C'est une chose qu'on a bien connue en France durant la 3e et la 4e République et peut-être même encore dans la 5e, alors que bon, 5e c'est un peu plus, je dirais, discutable vu le fait que le monde rural est essentiellement représenté maintenant par des personnes qui ne sont pas nécessairement, je dirais, extrêmement riches et un petit nombre de gens extrêmement riches qui sont propriétaires de vastes surfaces. Bon. Monsieur Pence, donc, qui apparaît, je dirais, comme un personnage, en tout cas, à mon sens, de rechange. Monsieur DeSantis, je n'ai pas l'impression qu'il pourrait décoller bien davantage. Monsieur Mike Pence, avec des intentions de vote, je crois, de l'ordre de 4% parmi les électeurs républicains. Mais de la même, il pourrait se passer à son sujet le même phénomène que, je dirais, le phénomène Liz Cheney. Liz Cheney, donc, c'est la fille de Dick Cheney, ancien vice-président des États-Unis sous Bush, mais qui, elle, a joué un rôle important dans la tentative d'inculpation de monsieur Trump lors des 2 impeachments et surtout en étant vice-présidente de la commission d'enquête du 6 janvier. Une personnalité donc républicaine qui s'est faite vraiment blackbouler à l'intérieur de son parti pour avoir pris parti contre monsieur Trump, mais une personne qui a des opinions en sa faveur favorables dans l'opinion. Il faut savoir que 25% des gens se disent en ce moment républicains parmi les électeurs. Aux États-Unis, 25% se disent démocrates et il y a donc 50% d'indépendants. Les 50% d'indépendants, la moitié de la population, en tout cas la moitié de l'électorat, ce sont des gens qui peuvent être favorables à des républicains modérés comme Mme Liz Cheney, modérée à l'intérieur du républicanisme. M. Mike Pence pourrait lui aussi, s'il n'obtient pas, je dirais, à l'intérieur s'il arrive à arriver premier aux primaires, à être le candidat officiel, là, je crois que c'est quelqu'un qui pourrait obtenir, en particulier parmi les électeurs qui se disent indépendants, pourrait obtenir éventuellement une majorité. Donc, scoop Jorian, il y a toujours beaucoup de scoops, un éventuel président des États-Unis, futur président des États-Unis en 2024 qui pourrait être Mike Pence, alors que personne ne parle de lui, personne ne semble avoir relevé le fait qu'il y a un portrait quand même extrêmement positif de lui qui est dépeint dans cet acte d'accusation de M. Trump. Il s'est posé en rempart des institutions en refusant toutes les combines de M. Trump. Le prix qu'il a payé était quand même assez cher puisque pendant l'insurrection, on avait érigé un gibet qui en principe était pour lui et que la foule scandait « pendez-le, pendez-le ». Bon, c'est repris dans l'acte d'accusation, le pendez-le est mentionné, et le fait qu'il se soit montré inébranlable à dire non, je ne ferai pas ce que Trump me dit, c'est-à-dire d'usurper mon rôle de vice-président en disant que les élections étaient truquées, ou alors en tout cas en faisant passer la liste des faux électeurs qui avaient été préparés. Cela
il n'a pas été question hier, mais il risque quand même de passer un mauvais quart d'heure, en particulier dans l'État de Géorgie, où un certain nombre de ces faux électeurs ont été entendus, et dont certains s'expriment devant la presse en disant, moi on m'avait dit que c'était uniquement si il était prouvé que dans mon État il y avait eu des tricheries, des fraudes monumentales, qu'à ce moment-là on utiliserait ma voix de faux grand électeur. Ce qui apparaît dans le rapport, c'est qu'il y avait intention d'utiliser ces listes d'électeurs alternatifs, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, on voulait les utiliser comme de faux grands électeurs et non pas comme des gens qui apparaîtraient pour remplacer les grands électeurs officiels au cas où une fraude massive aurait été découverte dans leur État. Alors, pour terminer, je reviens sur cette histoire de co-conspirateurs, co-conspirateurs numéro 1, numéro 2, numéro 3, jusqu'à 6. Il y a des noms assez connus, je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a manifestement M. Rudy Giuliani, avocat personnel de M. Trump, qui était vraiment, je dirais, le fer de lance de ces prétentions que les élections avaient été truquées. Et on cite une de ses phrases qui restera fameuse, sans doute, quand on lui demande s'il y a des preuves. Il répond « Nous n'avons pas de preuves, mais nous avons beaucoup de théories. » En matière de découverte scientifique, c'est une méthode qui pourrait être recommandée. L'absence de preuves, mais le grand nombre de théories. Alors, il y a le numéro 2, c'est probablement M. John Eastman. Le co-conspirateur numéro 3, c'est probablement Mme Sidney Powell. Qui est-ce qu'il y en a encore? Bon, enfin, c'est pas... Ah oui, il y a monsieur Clark, monsieur Jeff Clark. Et ensuite, il y a monsieur numéro 5, c'est certainement monsieur Chesebro. Et la presse unanime nous dit on ne sait pas du tout qui est le numéro 6. Voilà. Et d'ailleurs, certaines personnes, certains commentateurs sur mon blog répètent, on ne sait pas, on se perd en conjecture, savoir qui est le numéro 6 de ces co-conspirateurs, dont on dit qu'il fait partie de l'équipe électorale de M. Trump. Et figurez-vous, voilà, ça c'est un petit bonus de la part de Jorion qui suit ces affaires de M. Trump depuis longtemps. M. Jorion n'a pas eu un instant d'hésitation à se dire qui était le numéro 6, parce qu'il a suivi cette activité de très près. Et je peux vous dire que le numéro 6, c'est un certain M. Patrick Byrne. On nous dit on ne sait pas qui était là pour cette conspiration. Or, si vous prenez un objet, je dirais, voilà, une source d'information relativement connue et accessible facilement, qui n'est autre que Wikipédia. Alors j'ai traduit un petit passage en anglais. Le 18 décembre 2020, donc on est donc entre l'élection qui a vu la défaite de M. Trump et la passation des pouvoirs qui doit se faire officiellement le 6 janvier de l'année suivante, 2021, c'est-à-dire en fait quelques semaines plus tard, le 18 décembre 2020, Wikipédia, M. Patrick Byrne s'est rendu à la Maison-Blanche où il a rencontré Trump, Mme Sidney Powell, qui est donc co-conspirateur numéro 3, l'avocate et ancien fonctionnaire de l'administration Trump, Mme Emily Newman, et l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, Mike Flynn. Qu'ont fait ces braves gens ce jour-là? Au cours d'une réunion avec M. Trump dans le bureau ovale, le bureau de la présidence, les quatre ont présenté à M. Trump leurs allégations de fraude par ailleurs réfutées et ont cherché à élaborer un plan pour tenter de renverser la défaite électorale de M. Trump qui s'était produite plus d'un mois auparavant et avait été officialisée 4 jours plus tôt avec le vote du collège électoral. Donc pas grand mystère de qui est ce numéro 6. Si ce n'est que, qui est ce monsieur Patrick Byrne par ailleurs? Voilà, et là vous reconnaîtrez rapidement un de mes dadas. Monsieur Patrick Byrne il n'était plus à ce moment-là, il était le PDG de Overstock.
Overstock, c'est la compagnie qui est plus connue aux États-Unis sous le nom de Bed Bath and Beyond, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour la salle de bain comme équipement, etc. etc. Compagnie, d'ailleurs, si j'ai bon souvenir, a fait faillite il y a quelques mois. Ce monsieur se trouve donc là et il fait partie de ces personnes dont monsieur Paccipollone, quand il le rencontre dans les couloirs, se pose la question tout haut. Monsieur Paccipollone, qui est donc un des avocats, avocat conseil de la Maison Blanche, et qui a été une personne qu'on a beaucoup entendue à la commission du 6 janvier lors des auditions de la commission du 6 janvier, se grattant le crâne, expliquant je me gratte le crâne quand je rencontre un personnage comme cela. Qu'est-ce qu'il faisait là, ce monsieur? Eh bien, nous le savons maintenant, il était tout simplement co-conspirateur. C'est l'explication pour laquelle on le trouve. Mais alors, voilà, qu'est-ce que Jorion vous apporte en plus? Jorion fait une chose extraordinaire qu'on pouvait faire même avant ChatGPT. Il lit la suite de l'entrée pour Monsieur Patrick Byrne dans Wikipédia. Bon, il découvre des choses qu'il savait déjà, mais il a quand même la garantie qu'un certain nombre de personnes ont vérifié le type d'information qui se trouve là. Alors, il se trouve que en 2019, c'est-à-dire on est donc un an avant la réunion bizarre à la Maison-Blanche. En 2019, M. Byrne a annoncé qu'il avait eu une relation amoureuse avec l'agent russe Maria Butina et a également fait des affirmations à l'appui d'une théorie du complot de l'État profond, Deep State en anglais. Byrne a également affirmé que c'est le FBI qui l'avait encouragé à avoir une relation sexuelle avec Butina. Donc, Madame Butina, je vous rappelle, elle est arrêtée un beau jour parce qu'on s'aperçoit qu'elle agit à de nombreux endroits. NRA, National Rifle Association, organisation voilà, des défenseurs des armes individuelles, mais en fait grande organisation d'extrême droite aux États-Unis qui correspond de fait en réalité à un parti d'extrême droite. Elle agit là, elle rencontre un certain nombre de personnes, elle a bien sûr des selfies avec non seulement avec M. Trump, mais avec un certain nombre de personnes de l'extrême droite américaine, de l'entourage de M. Trump, mais elle finit quand même par être arrêtée. Et oh, coïncidence, une coïncidence aussi extraordinaire que le fait que M. Steele, auteur du rapport Steele sur les aventures de M. Trump, aussi étonnant que son idylle avec Madame Ivanka Trump, fille de M. Donald Trump, aussi extraordinaire que ça. Voilà que ce monsieur, qui est co-conspirateur et qu'on trouve à la Maison-Blanche, au point que, pour des raisons très bizarres qui font que des gens autorisés à être là se posent la question, qu'est-ce qu'ils font vraiment là? Ce monsieur Byrne a eu une relation avec Madame Butina, et non seulement cela, mais quand on l'interroge, quand elle est arrêtée comme espionne, il explique qu'en fait il est en mission spéciale, il est en mission, un grand adversaire du Deep State, il est quand même en mission spéciale pour le nom du FBI, et c'est ça qui justifie ses relations sexuelles avec Madame Butina. Alors, après sa sortie je continue à lire, après sa sortie de prison, Madame Butina s'est impliquée dans la politique nationale russe. Ah, bizarre. Monsieur Byrne a continué de lui envoyer des cadeaux financiers, ce qui, en 2021, a conduit des membres de l'opposition politique russe à s'opposer à ce qu'elle se présente à des élections en raison de son soutien financier étranger. Voilà que cette Madame Butina a des soutiens qui sont d'une part d'une personne très liée avec des organisations d'extrême droite aux États-Unis et personnage qu'on retrouve comme co-conspirateur numéro 6 dans la liste établie hier par M. Jack Smith. Les cadeaux qui ont été faits à Madame Butina ont fait l'objet d'une enquête aux États-Unis par le Business Insider, non pas officiel, mais donc par un organe de presse, et Byrne les a reconnus. Il les a reconnus, ces cadeaux financiers, donc c'est lui qui finance la campagne électorale de Madame Butina, lorsque sa candidature au parti de Vladimir Poutine, Russie Unie, a été rendue publique. Voilà. Bon, alors... j'en ai fini de mon petit exposé, je vous ai dit des choses dont tout le monde parle, et je vous ai parlé aussi d'autres choses qu'on pourrait mentionner.
Je ne vous ai pas parlé, et ça on me le reproche amèrement, je ne vous ai pas parlé à cette occasion-là de M. Hunter Biden, un gredin, je n'hésite pas à le dire, mais dont les actions de type gredin comme tricher au fisc, ne pas payer ses impôts et des trucs comme ça, ne constituent pas, à mon sens quand même, des actes à la hauteur d'une insurrection, d'une tentative de coup d'État, d'un refus de permettre la passation des pouvoirs aux États-Unis. Alors, pour terminer, le dernier chef d'inculpation, complot contre les libertés. Qu'est-ce que c'est que ce complot contre les libertés? Eh bien, c'est que dans les différents coups de fil que donne M. Trump, il encourage ses correspondants, qui sont en général des responsables des élections dans différents États, il les encourage à ignorer un certain nombre de votes, par hasard des votes qui seraient en sa défaveur, qui seraient pour l'autre candidat. Et donc ça tombe sous ce chef d'inculpation qui est donc voilà, de nier à certains, d'entraver pour certains citoyens américains la possibilité pour eux de voir leur vote intégré dans le compte des votes, voilà, qu'il en soit tenu compte. Voilà un petit résumé de ce qu'on a pu observer hier. J'ai lu les 45 pages et je vous en ai transmis, je dirais, la substantifique moelle et en ajoutant un peu d'informations dont je dispose de mon côté. Voilà, à bientôt!